Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre 146e briefing éclairage sur l'actualité avec tout le monde. On est au complet aujourd'hui, c'est bien. Le directeur Chinsky est détendu et bronzé, très bien. Nos intervenants sont en pleine forme aussi, avec plein de choses à vous raconter, à vous dire. Et alors pour changer un peu aujourd'hui, c'est Igor qui va commencer. Donc j'imagine que tu vas parler de Turquie, mais aussi d'autres choses. Donc Igor, c'est à toi. Merci, bonjour. Effectivement, je vais parler de Turquie. Je vais d'abord commencer par la réunion du format dit de Rammstein. C'est tenu en format hybride et qui s'est terminé jeudi dernier. Donc, pour rappel, c'est ce format de coordination des efforts de défense entrepris par une cinquantaine de pays pour assister l'Ukraine militairement et donc coordonner leur aide militaire à l'Ukraine. Ce format s'est donc tenu cette fois-ci en visio, en format hybride. Il a été question principalement de défense antiaérienne et également du sujet des F-16, dont on a déjà traité ici assez longuement. Le chef d'état-major américain, Mark Milley, s'est félicité qu'un noyau de pays, à savoir le Danemark et les Pays-Bas, prennent le leadership sur la question de la formation des pilotes ukrainiens à l'emploi de F-16. Ces deux pays entraînent dans leur sillage, a priori, la Belgique, la Pologne, la Norvège et le Portugal, donc une fois de plus sur l'aspect formation des pilotes, avec la bénédiction des États-Unis. Alors, le chef d'état-major américain, Mark Milley, a quand même s'est livré à quelques remarques assez, je dirais, critiques en expliquant que 10 F-16, ça revenait à 1 milliard de dollars, sur lesquels il fallait rajouter encore 1 milliard de dollars pour la maintenance, ce qui fait donc 2 milliards pour 10 F-16. Je rappelle que l'Ukraine demande 50 F-16. Faites le calcul, hein, ça fait environ 10 milliards de dollars à la fois pour les appareils et la maintenance qui va avec. Donc il a quand même attiré l'attention des alliés sur ce point-là, en expliquant qu'en face, la Russie alignait des centaines d'avions de quatrième et de cinquième génération, et que par conséquent, c'est pas tellement avec les F-16 qu'il fallait compter que plutôt sur la défense antiaérienne et les batteries de défense antiaérienne, tous les autres systèmes, parce que en ce qui concerne l'arme aérienne elle-même, il y avait évidemment un différentiel qui n'était pas en faveur de l'Ukraine. Et donc, il a mis en garde une nouvelle fois contre cette tendance à imaginer les armes magiques, hein, ce qu'on appelle les Wonder Weapons, qui sont censées changer le cours des choses. On en a déjà parlé ici aussi. Donc là, ça vient du chef d'état-major américain qui explique que ça ne va pas arriver. Et d'ailleurs, il s'est livré plus longuement à une évaluation assez lucide et de la situation militaire, en expliquant que selon lui, militairement, ce conflit n'allait nulle part, que d'après lui, je cite un général Milley, l'Ukraine a très peu de chances de reprendre les territoires qui échappent à son contrôle, tout comme de son côté, d'après Mark Milley, la Russie, évidemment, n'est plus en mesure d'achever un de ses buts qui aurait été, selon lui, de changer le régime à Kiev. Et que par conséquent, tout ceci devrait se terminer à un moment donné ou à un autre par des négociations pour arrêter le conflit. Voilà, donc à suivre, la prochaine rencontre devrait avoir lieu dans un mois. Et donc d'ici là, les deux axes de travail, c'est donc la défense antiaérienne et mettre en place la structure pour former les pilotes ukrainiens. Deuxième sujet, évidemment, comme l'a dit Gilles en introduction, c'est l'élection, enfin la réélection de président Erdogan, qui a remporté donc le deuxième tour de cette élection présidentielle avec un peu plus de 52% des suffrages. Il a déjà été félicité par Vladimir Poutine, qui lui a adressé un télégramme pour féliciter de sa victoire, souhaiter que le dialogue qu'ils ont noué depuis des années puisse se poursuivre. Et ce qui est intéressant, c'est que dans son télégramme, il attire particulièrement l'attention du chef d'État turc sur les deux projets structurants que sont d'une part la centrale nucléaire d'Akuyu et d'autre part la création de ce hub gazier. Et donc le président russe insiste dans son télégramme sur ces deux projets en espérant que la coopération russo-turque pourra les faire avancer. Alors, quelques réactions. La manchette de Newsweek ce matin ou hier, je ne sais plus, qui titre en très grand que c'est une victoire de Poutine en Turquie. C'était le principal manchette de Newsweek. Évidemment que la réélection d'Erdogan, bon, on l'avait dit ici, hein, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la Russie, au moins parce que le Kremlin sait comment s'entendre avec le président turc. Ils ont une façon de fonctionner qui s'est forgée au cours des dernières années, hein, donc sur des alliances situationnelles, plutôt des ententes situationnelles.
alors qu'ils sont en, comment dire, divergents sur un grand nombre de dossiers régionaux, hein. Donc, on a dit la Libye, la Syrie, à l'époque le Caucase. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels ils ne sont pas d'accord sur le fond, mais savent s'entendre pour faire coexister, j'allais dire, leurs intérêts. Alors, il y aura un premier test pour la relation bilatérale, c'est évidemment la question du deal céréalier, hein, qui va arriver à échéance le 18 juillet prochain, et dont les Russes font savoir, alors que ce soit par M. Lavrov ou par d'autres personnes, que à ce jour, il n'est pas satisfaisant pour la Russie. On peut penser que les Russes l'ont reconduit pour 2 mois supplémentaires pour ne pas, j'allais dire, créer de problèmes supplémentaires, en tout cas de problèmes pour Erdogan dans l'entre-deux tours, hein, puisque la date charnière intervenait autour de en plein milieu de cette période électorale. Et au lieu de le reconduire pour 4 mois, comme c'était la tradition depuis sa conclusion, eh bien, elle a été reconduite une première fois pour 2 mois, puis maintenant encore pour 2 mois. Donc on verra le 17 juillet, enfin 18, enfin d'ici là, ce qui va en être. Et ce qui m'amène à mon troisième sujet, qui est la nouvelle tournée africaine entreprise par Sergei Lavrov, qui est arrivé ce matin au Kenya. Donc le chef de la diplomatie russe entame là sa 4e tournée africaine en l'espace d'1 an. On comprend qu'il est dans la préparation du sommet Russie-Afrique, hein, qui va se tenir fin juillet à Saint-Pétersbourg. Donc visite de travail à Nairobi. Lavrov n'était pas retourné à Nairobi depuis 2010. Il devrait être en Afrique du Sud les 1er et 2 juin, car il y a une réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS. Là aussi, j'allais dire, à l'approche du sommet des BRICS de Durban, hein. Donc d'ici là, il est possible qu'il visite, même certains qui visitent d'autres pays, sauf qu'on ne sait pas à ce jour. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé la liste des pays qu'il va visiter. Alors, ça se comprend, ils n'ont pas forcément publié, puisque sinon ces pays vont être sujets à des pressions de la part des Occidentaux pour ne pas recevoir Lavrov. Ce que j'ai relevé dans sa conférence de presse, et ce qui fait le lien avec ce que je vous disais tout à l'heure sur le deal céréalier, c'est qu'il a répété qu'à ce jour, le sort de cet accord dit de l'initiative de la mer Noire sur les céréales est plus que douteux, hein, puisque d'après lui, les comptes n'y sont pas, et que si jamais on ne change pas la donne, notamment sur l'aspect eh bien, de transfert d'argent et l'aspect bancaire, eh bien, il y a peu de chances que ce deal soit reconduit. Alors, ce qu'il faut prendre au sérieux ou pas cette fois-ci, ces menaces de dénoncer l'accord ou de s'en retirer, on va voir. Mais en tout cas, là, il n'y aura plus le paramètre électoral turc qui va rentrer en ligne de compte. Peut-être qu'il y aura d'autres paramètres, même certainement, hein, des marchandages qui sont classiques dans la relation russo-turque. Mais voilà, donc un gros sujet à suivre dans les jours qui viennent. Merci beaucoup. Alors, on a une petite question sur la Turquie, en fait. L'Ivan Kursk attaqué dans la zone économique de la Turquie, membre de l'OTAN, juste avant le second tour des présidentielles. Simple coïncidence. Pas compris le début, c'est quoi? L'Ivan Kursk, c'est le bateau russe qui a été Ah oui, attaqué, voilà, ouais, 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 et ouais. qui était apparemment dans les eaux turques. Donc, Ah, euh, alors, ça, je ne sais pas si tu es dans les eaux turques. En revanche, ça remet sur les devants de la scène un argument que j'avais déjà évoqué ici, que j'ai restitué, en fait, qui est souvent mis en avant dans les arguments présentés par les Russes pour expliquer que cet accord sur les céréales n'est pas fair-play. C'est que les Ukrainiens se serviraient des corridors aménagés dans le corridor maritime, aménagés dans le cadre de cet accord céréalier pour réaliser, soi-disant, donc des attaques contre la Crimée, Sébastopol, les navires russes, etc. Et donc oui, ce navire de renseignement électronique, enfin de collecte de renseignement électronique, aurait été attaqué, soi-disant, par un drone naval ukrainien à partir de ce corridor-là. Je sais pas. Bon, le navire en lui-même n'a pas été endommagé, parce qu'on a vu ensuite des vidéos et des photos sur les réseaux sociaux qui montrent en réalité, qu'il n'a pas été subi de dommages. Mais oui, on peut se poser la question. Je n'en sais rien. Je crois que c'est un argument, mais c'est pas forcément non plus l'argument principal. J'en profite pour revenir un instant sur la géographie des votes, puisque je vous l'avais donné sur le premier tour. C'est grosso modo confirmé par le deuxième tour, c'est-à-dire que la diaspora turque a voté en faveur d'Erdogan en ce qui concerne l'espace de l'ex-URSS, en Azerbaïdjan, au Kyrgyzstan et en Ouzbékistan, et dans tous les autres pays, Russie compris, c'est son compétiteur qui a remporté la majorité des suffrages. très bien, mais il y aura encore quelques questions, mais vous verrez l'un ou l'autre qui les prend un peu plus tard. Mais on va laisser la parole donc à Arnaud. Il va nous parler probablement de politique et d'économie. Oui, avec une actualité assez clairsemée, je dois l'admettre.
Dans le registre politique, 2 sondages qui me paraissent intéressants et qui ont attiré mon attention. Une première enquête réalisée par le centre FOM sur le niveau d'inquiétude au sein de la société. C'est une enquête qui est intéressante parce qu'elle est conduite toutes les 3 semaines ou 3-4 semaines, donc à intervalles réguliers. Et on interroge les Russes sur leur entourage. Est-ce qu'ils perçoivent de l'inquiétude dans leur entourage, qu'il soit familial, qu'il soit professionnel ou autre? Eh bien, fin mai, en tout cas autour du 20 mai, 53% des personnes interrogées disaient ressentir dans leur entourage une forme d'inquiétude. C'est plus que 3 semaines plus tôt. 3 semaines plus tôt, c'était 42%. Et ce qui est intéressant, c'est que cette enquête a été réalisée avant l'épisode de Belgorod, donc on peut penser que ça va alimenter plus encore ce sentiment. Deuxième sondage réalisé par un autre centre nouveau, mais plutôt performant et crédible, Russian Fields, un sondage d'intention de vote en Russie avec questions ouvertes. Donc, on ne suggère pas des noms, mais on demande pour qui voteriez-vous si dimanche prochain se tenait une présidentielle. 30% des personnes interrogées disent Vladimir Poutine et derrière, 2%, Evgeny Prigogine. C'est plus que Alexei Navalny qui fait 1,8. Donc, beaucoup de choses intéressantes. Évidemment que Prigogine soit spontanément cité par 2% des personnes interrogées, et puis évidemment l'écart entre ces 2% et les 30 de Vladimir Poutine. Enfin, une nouvelle d'économie et de diplomatie en réalité, le 11e train de sanctions européen qui n'est toujours pas adopté, et on a appris des détails supplémentaires sur la nature du blocage. Il apparaît que la Hongrie n'est pas seule à bloquer. Je vous rappelle que la Hongrie avait exigé que soit retirée de la liste ukrainienne des sponsors du terrorisme plusieurs entités, dont une banque active en Russie. Eh bien, la Grèce s'oppose au projet d'interdiction d'entrer dans les ports européens de bâtiments qui seraient soupçonnés ou accusés d'enfreindre le price cap, hein, le fameux niveau maximum de prix pour les exportations maritimes de brut russe. Pourquoi? Parce que une bonne partie de cette fameuse flotte fantôme que s'est constituée la Russie au cours des derniers mois et qui représente plusieurs centaines de bâtiments, c'est quelque chose d'important. Certains disent pratiquement 10% de la flotte mondiale. Eh bien, ils sont armés par des Grecs, ils appartiennent à des amateurs grecs, et donc la Grèce, évidemment, n'a pas très envie, même indirectement, de perdre ce secteur. Donc la Grèce bloque, et il paraît que d'autres pays, dont la France, auraient émis également des réserves. Donc un 11e paquet qui n'est toujours pas adopté, et ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est que le front du refus ou l'origine des réserves est plus large qu'on ne le disait il y a quelques jours. Voilà. Bien. Alors, plusieurs questions. Voyez, qui veut les prendre? La première, on parle de tension Pologne-Ukraine au sujet de la contrebande, peut-être le blé ou je ne sais pas quoi d'autre, vers une intervention de l'Union européenne. Est-ce qu'il y a des... Visiblement, je pense qu'il s'agit des grains, des choses comme ça qui déstabilisent les marchés. Alors c'est différent, c'est pas de la contrebande. L'Ukraine exige de l'Union européenne que ne soient pas prorogées les restrictions aux importations de céréales et d'autres produits d'ailleurs alimentaires ukrainiens au sein de l'Union européenne. C'est peut-être ça le sens de la question. D'accord. Alors, on change de frontière. À votre avis, l'Arménie pourrait-elle quitter l'UE? L'UE, non, je pense pas, hein. La question se pose à peine plus pour l'Organisation de traité de sécurité collective. Enfin, ça a été mis sur la table par le Premier ministre Pachinian, non, qui, pas plus tard que la semaine dernière, je crois, a expliqué que... alors, c'est des propos qui ont été tenus dans le cadre des discussions en vue de parvenir à un accord de paix avec l'Azerbaïdjan, hein, puisque les choses avancent et semblent avancer quand même assez vite, même si il n'y a pas encore d'accord signé sur
les paramètres ou les contours de cet accord de paix, mais M. Pachinian, à cette occasion-là, a quand même fait savoir que, voilà, posera la question de l'appartenance de l'Arménie à l'OTSE, en tout cas dans quelle mesure cela a un sens pour l'Arménie d'encore appartenir à l'OTSE, compte tenu de ce qui s'est passé en 2020, dans la précédente guerre du Karabakh. Voilà. Pour l'instant, il n'a pas franchi le pas, évidemment, parce que ce serait quand même un gros coup de tonnerre, hein, cette décision. Mais pour ce qui est de l'UE, non, j'ai rien vu passer de tel. Alors, pour revenir sur l'Arménie, parce que c'est intéressant, il te semble qu'il y a des chances réelles de paix, enfin un peu durable, de trouver un accord, et sur quelle base? J'ai l'impression qu'il y a quand même un cap assez important qui a été franchi avec la reconnaissance, en tout cas verbale, hein, par le Premier ministre Pachinian du territoire azerbaïdjanais dans les nouvelles limites, j'allais dire, en tout cas avec le territoire contesté qui maintenant est de facto, hein, sous contrôle azerbaïdjanais, avec la question des enclaves arméniennes. Maintenant, on est à la question de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces enclaves arméniennes qui se trouvent encore en territoire contesté, mais sous contrôle azerbaïdjanais, dira-t-on, et que c'est là que les choses vont probablement se jouer. Et au niveau macro-régional, il y a un enjeu qui est celui, on l'a déjà dit ici, des corridors, puisqu'il y a deux logiques qui se superposent et d'une certaine manière s'affrontent, la logique du corridor Est-Ouest et la logique du corridor Nord-Sud, entre l'Iran, la Russie. Et donc ça, évidemment, ça fait intervenir d'autres acteurs, outre la Russie, mais y compris l'Iran. Donc il y a un jeu assez complexe qui est en train qui continue de se dérouler un peu sous nos yeux, mais évidemment, j'ai l'impression que là, avec cette histoire de territoire, on semble aller dans le sens quand même de quelque chose qui pourrait ressembler à un accord. Alors après, tant que rien n'est signé, évidemment. Cela dit, il me semble que les conditions, enfin, il y a la fameuse question des 5 points d'Aliyev, hein, vous savez que le président Aliyev a émis 5 points qu'il considère comme déterminant pour que Bakou signe un accord de paix. Et j'ai l'impression quand même que on est en train de réfléchir sur la base de ces 5 points. Donc, ce qui me fait dire qu'il y a quand même pas dans le sens de peut-être quelque chose qui pourrait être signé. Bon, et ça semble jouable politiquement pour Pachinian, parce que généralement, tout accord laisserait entendre en politique intérieure qu'il va s'offrir et disparaître, peut-être, non? Oui, mais il a survécu politiquement contre toute attente à la défaite de 2020. Hein. Je dirais pas grand monde qui donnait cher de sa peau politiquement après cette défaite dans le Karabakh. Donc, bon, à partir de là, euh, voilà, on ne peut pas exclure quelque chose qui puisse être signé. On va dire que c'est peut-être une chance historique, donc. Alors encore un autre genre d'enclave, question légèrement complotiste. Le Kosovo agité de nouveau pour punir la Serbie de ne pas rejoindre les sanctions anti-russes? Point d'interrogation. Non, je ne pense pas. Je crois qu'il y a des dossiers serbo-kosovars qui sont connus depuis, voilà, d'ailleurs certains depuis très longtemps, d'autres plus récents. Il y a des tensions assez récurrentes, des unités serbes qui sont régulièrement mises en alerte sans pour autant que le président Vučić franchisse le, le pas. Et on sait très bien ce que ça voudrait dire. Ça voudrait dire probablement un conflit avec, non seulement avec les Kosovars, mais peut-être avec l'OTAN, des sanctions. Donc non, je crois que évidemment les Européens souhaitent, les Américains aussi, que la Serbie s'aligne. L'Observatoire a organisé il y a quelques semaines une conférence sur le sujet. C'est une perspective qui semble assez peu réaliste, en tout cas tant que le pays sera gouverné par le président actuel qui semble avoir des positions assez fortes. Alors, question d'un de nos auditeurs fidèles. La Hongrie, mettant son veto sur les sanctions et les livraisons d'armes, se verrait retirer sa présidence de l'Union européenne. Va-t-elle aussi subir des sanctions financières? Est-ce normal, à vos yeux en tout cas? Je suis assez sceptique sur cette présidence qui serait retirée. Alors, je ne suis pas spécialiste de l'Union européenne, donc je ne sais pas si c'est faisable techniquement, juridiquement. Bon, il est vrai qu'il y a un problème entre la Commission, de nombreux États membres et M. Orban, sauf qu'il y a aussi des règles de fonctionnement. Hein. Sur ces sujets-là, c'est l'unanimité. Et si la Hongrie a des réserves, eh bien, les choses ne sont pas votées. Donc, ce qui est des sanctions financières,
c'est pas forcément lié à ça. Je crois que c'est plutôt lié aux questions relatives à l'état de droit. Effectivement, il y a eu il y a quelques mois des discussions sur le sujet. Je crois comprendre, mais encore une fois, je ne suis pas spécialiste de la Hongrie, une partie des fonds qui doivent lui revenir dans le cadre du plan de relance européen ne sont toujours pas débloqués, mais ce n'est pas le seul pays dans ce cas en réalité. Pour savoir si c'est normal ou pas, mais écoutez, chacun a son avis. Alors, on va du côté des revenants. Kissinger, pour ses 100 ans, aurait dit que le conflit en Ukraine serait gagné si la Russie était empêchée d'attaquer d'autres pays étrangers. Est-ce que quelqu'un écoute encore Kissinger? Monsieur Kissinger, comme le prononçait De Gaulle. Écoutez, d'abord, je ne suis pas sûr de comprendre la question. Kissinger avait été plutôt apprécié en Russie parce que voilà, le côté réaliste. Alors évidemment, ces dernières sorties sur le caractère souhaitable de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN ont été diversement appréciées à Moscou. Donc, sa cote a un peu baissé ces derniers jours en Russie. Mais encore une fois, je ne suis pas certain de comprendre la question. Deux questions que je vais lier, même si elles sont d'auditeurs différents. Les remarques de Milly sur les coûts potentiels des F-16 et l'appel du pied à des négociations ont-elles eu un écho en Europe? Et je pense qu'il s'agit aussi d'une réaction à la même information que tu donnais. Est-ce l'annonce d'un changement de positionnement US? Je pense pas pour l'instant. De toute façon, je remarque que ça intervient au moment où il y a quand même un envoyé spécial chinois qui sillonne l'Europe, porteur d'une offre de médiation. Donc peut-être que c'est aussi un moyen pour les Américains de, voilà, peut-être pas tellement de diversifier, mais de montrer qu'ils misent pas forcément tout exclusivement sur la livraison de matériel militaire, encore que ça intervient aussi au moment donné où les Américains, bon, c'était jeudi les remarques de Milley, et un accord a été trouvé entre Biden et M. McCarthy sur le financement du budget, la rallonge du budget fédéral américain seulement ce week-end. Donc c'était peut-être aussi un moyen, côté du Pentagone, de dire, voilà, on sait que toute cette livraison coûte énormément d'argent, on en a parlé ici plusieurs fois. Il y a des négociations très dures qui étaient engagées à ce moment-là à Washington pour trouver un compromis pour prolonger la stabilité du budget fédéral. Bon, peut-être que c'était un geste en ce sens-là, c'est peut-être ça qu'il faut aussi comprendre. Mais changement de position, je pense que jusqu'à ce temps que les Ukrainiens tentent leur contre-offensive ou ce qu'on présente comme contre-offensive, il ne faut pas s'attendre à grand-chose de changer. Autrement dit, dans les mois qui viennent, moi, je ne vois pas grand-chose arriver. Puisque pour l'instant, tout le monde veut s'en remettre au champ de bataille. Enfin, pour l'instant, ça fait bientôt 1 an et demi que c'est comme ça. Hein. Donc pour l'instant, je ne vois rien de changement arriver. Très bien. Merci à tous les deux pour tous ces éclairages. On n'a pas plus de questions, donc on va arrêter là. Alors, deux informations sur nos événements à venir. Alors ça concerne les gens qui sont à Moscou, bien entendu. Donc, je vous rappelle que demain, 30 mai, nous avons donc la très intéressante intervention de Mikhail Vinogradov sur la situation politique en Russie, donc entre le 24 février et l'élection présidentielle de 2024. Donc, on est déjà pratiquement plein, mais il doit rester une ou deux places, donc n'hésitez pas à vous inscrire rapidement. Et très peu de temps après, puisqu'on parlera du 1er juin, nous aurons une rencontre un peu différente, puisque ce sont les éditions de Nouveaux Angles qui nous invitent à une rencontre avec Guy Mettan, qui est donc un journaliste, écrivain, une personnalité politique connue suisse, et auteur du livre Le Grand Zach. Alors donc, ce sera le 1er juin à 19h. L'inscription comme sur nos belles habituelles, l'événement aura lieu en français avec traduction simultanée en russe. Voilà, donc inscription obligatoire. Monsieur le directeur Chinsky, un mot de la fin? Jusqu'à jeudi, même heure, même lieu, tenez bon. Voilà, et bien entendu, la CCI France-Russie se tient à vos côtés. À bientôt.